Bienvenue à ce nouveau cours. Donc il s'agit du chapitre S12 que je vous ai distribué le jour du bac blanc, qui parle donc de calcul de primitives et de calcul intégral. Nous allons donc commencer. On va d'abord parler de notions d'intégrale et d'aire. On verra la notion de primitive après. Donc l'intégrale et l'aire sont deux notions intimement liées. Avant de pouvoir commencer à parler d'intégrale, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce que c'est qu'une unité d'aire. Donc dans un repère OIJ, OIJ que vous pouvez voir ici, là et là, le rectangle rouge a pour dimension 1 sur 1. Il s'agit ici de ce qu'on appelle le rectangle unité, donc on écrit une unité d'aire. Donc par exemple ici sur le dessin vous pourriez écrire un UA. Quand on regarde le rectangle vert, on voit que, en regardant les petits pointillés ici, là, là et là, on voit qu'au total il y a 8 petits rectangles, donc ici on peut donc dire que c'est 8 unités d'aire. Donc ici il est relativement facile de calculer l'aire du rectangle vert, et du moment qu'on connaît les unités, ici et là, c'est relativement simple de convertir des unités d'aire en mesures, donc en centimètres carrés, etc. Donc par exemple ici, si là on savait que l'unité d'aire c'était 2 et là 1, ça veut dire que l'unité d'aire vaudrait 2 cm carrés, donc ici au total on aurait 16 cm carrés. On passe à la deuxième partie, nous allons passer à la définition d'une intégrale. Alors on va parler de l'intégrale d'une fonction. Donc cette fonction doit avoir quelques conditions nécessaires pour pouvoir avoir une intégrale. D'abord il faut qu'elle soit continue, donc ce qui est le cas de cette fonction. Je rappelle qu'une fonction qui est continue en mathématiques, on dira, la définition la plus basique c'est de dire qu'on peut la tracer sans lever le stylo, et il faudra qu'elle soit positive. Donc ici on regardera l'unité d'aire seulement sur cette partie de fonction, et là en l'occurrence il faut qu'elle soit positive sur un intervalle, l'intervalle AB. Donc ici on va regarder seulement entre là et là, ici. Et comme l'indique le dessin, l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB, c'est donc une aire. C'est l'aire de la surface délimitée par la courbe représentative de la fonction f d'une part, par l'axe des abscisses d'autre part, et les droites d'équation x égale a et x égale b. Alors en clair, ça veut dire que ce que l'on veut regarder, c'est cette aire qui est là, que je vais hachurer ici en rouge. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intégrale de la fonction f sur AB. Donc ce qu'il faudra retenir, c'est qu'une intégrale d'une fonction, d'abord ça se fait sur une fonction continue et une fonction positive sur un intervalle, et que deuxièmement, dans ces conditions-là, ce qu'on appelle l'intégrale de f sur AB, c'est l'aire, c'est-à-dire la valeur exprimée en unité d'aire de la surface, délimitée, donc je reprends, par l'axe des abscisses, la fonction et les deux droites d'équation x égale a et x égale b. Du coup, on a des notations. L'intégrale de la fonction f sur AB va se noter à l'aide de ce symbole-là, c'est une espèce de S. Donc on écrira intégrale entre a et b de f de x dx. Le dx est important puisqu'il va vous indiquer quelle est la valeur, quelle est la lettre qui permet de faire l'intégrale. En physique, ça a particulièrement d'importance puisque en physique, il y a de multiples lettres dans une formule, et il est nécessaire de savoir quelle est la lettre qui varie. Donc on lit l'intégrale de a à b de f de x dx. Remarque, deux autres mots de vocabulaire. A et b sont appelés les bornes d'intégration. Donc les bornes d'intégration, on dit intégrer entre la borne a et la borne b. X, c'est la variable. Elle peut d'ailleurs être remplacée par n'importe quelle lettre qui n'intervient pas ailleurs. Donc par exemple ici, l'intégrale entre a et b de f de x dx sera strictement équivalente, ou égale plutôt, à l'intégrale entre a et b de f de t dt. Ça c'est pour les physiciens qui préfèrent le t au x.
Donc le dx ou le dt nous permet de ce qu'on appelle de connaître la variable d'intégration dont j'ai déjà parlé. L'exemple, donc par exemple, si on prend la fonction f de x égale x au carré plus 1, c'est la fonction qui est délimitée ici, et que on regarde l'aire de la surface délimitée par la droite d'équation x égale moins 2, qui est ici, et la droite d'équation x égale 1, qui est ici, et bien sûr l'axe des abscisses, eh bien on va délimiter une aire qui est ici coloriée en espèce de rose, et donc cette aire va se noter intégrale de moins 2 ici jusqu'à 1 de la fonction f de x dx, donc ici. Et une calculatrice d'ailleurs peut permettre d'obtenir l'aire recherchée. On trouvera ici 6 unités d'air. Pour cela, c'est très simple, on va prendre une calculatrice. Donc on va prendre une calculatrice et on va pouvoir calculer l'intégrale. L'intégrale se situe ici, donc on fait seconde fraction en fait, et puis là on a un choix à faire. Donc bien sûr on va choisir le premier. Donc là il faut qu'on valide. Hop. Et donc on va donner la première borne qui est donc moins 2. On va indiquer en haut la deuxième borne qui est 1. On va indiquer ici la fonction, donc en utilisant x au carré plus 1. Et puis on va dire que la variable d'intégration c'est x. Et on va valider et on va trouver la valeur 6. On va pouvoir poursuivre. On va faire un premier exercice à la main, sans calculatrice. On va déterminer une intégrale par calcul d'air, donc graphiquement. Donc il faut tracer la représentation graphique de la fonction f définie par f de x égale 1 demi 2x plus 3 dans un repère, et puis calculer l'intégrale entre moins 1 et 5 de f de x dx. Donc on trace d'abord la fonction 1 demi de x plus 3. Alors le plus simple c'est déjà de placer l'ordonnée à l'origine, qui est ici, puis de placer, on sait qu'on a un coefficient directeur de 1 demi, donc ce qui veut dire que lorsqu'on avance d'une unité vers la droite, on va augmenter de d'une demi-unité vers le haut. Donc ici on obtient le point là, et donc du coup on peut tracer ici. Sinon vous pouvez aussi tracer tout bêtement un tableau de valeurs. Maintenant on veut calculer l'intégrale entre moins 1 et 5 de f de x dx, donc déjà on va essayer d'observer ça. Donc je rappelle que l'intégrale entre moins 1 et 5 de f de x dx c'est donc une aire. Cette aire, c'est l'aire comprise entre d'abord l'axe des abscisses, ensuite entre la droite d'équation x égale moins 1, puis entre la droite d'équation x égale 5, et enfin la fonction elle-même. Ce qui veut dire que on obtient ici, pour l'intégrale, l'aire qui est comprise ici. Voilà. Pour calculer l'aire dans ce cas précis, c'est relativement simple, il suffit d'avoir des petites considérations géométriques. Déjà, on va calculer le nombre d'unités d'air, là où on a la première. Donc l'unité d'air, c'est une espèce de carreau de 1 sur 1, donc on va déjà calculer tous les carreaux violets. Donc de là, tout cela. Et au final, on en a 21. Donc du coup, l'intégrale entre moins 1 et 5 de f de x dx, c'est donc égal à, il y a déjà 21 unités d'air. Mais pas que ça, puisqu'il faut compter ce qu'il y a ici. Alors là, on va jouer on va s'amuser à remplacer à compléter certains carrés. Ce carré-là peut évidemment se compléter avec celui qui est là. Donc là, il y en a un de plus. Celui qui est ici peut évidemment se compléter avec celui qui est là. Et enfin, celui qui est ici peut se compléter avec celui qui est là. Donc du coup, au final, on va donc avoir 3 unités d'air supplémentaires. Et donc au final, on a 21 plus 3, ça fait 24. On peut bien sûr vérifier ce calcul à l'aide de la calculatrice. Donc ici, on va donc
calculer l'intégrale, donc entre moins 1 et 5, de la fonction, alors j'ai déjà oublié, 1 demi de x plus 3, donc on va la mettre vraiment comme vous l'avez, 1 demi de x plus 3, dx, et on trouve 24. Et maintenant, nous allons nous intéresser à l'intégrale d'une fonction monotone, c'est-à-dire croissante ou décroissante, et positive. Donc, avant de calculer cette intégrale précisément, on va d'abord essayer de l'encadrer. Pour cela, je vais vous demander d'observer le dessin ci-contre. Nous avons une fonction qui est en vert, qui est croissante et qui est positive sur l'intervalle AB. Et ici, l'idée, c'est d'essayer d'encadrer l'intégrale entre x et x plus 1. Donc ici, voici ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est que l'intégrale entre x et x plus 1 de la fonction f? Eh bien, si on reprend la notation de tout à l'heure, c'est l'aire entre la droite d'équation x égale x entre guillemets, et puis ici cette aire-là, et puis forcément cette abscisse ici, et puis la courbe qui est ici, qu'on peut mettre en haut en bleu. Donc au final, l'aire, c'est ceci. Donc ça, c'est l'intégrale entre x et x plus 1 de f de x dx. Cette aire peut être encadrée entre deux aires. Alors la première, c'est l'aire d'un rectangle. C'est le rectangle que je vais dessiner ici en orange. Donc cette aire-là, cette aire va majorer l'aire bleue, puisqu'il y a un petit bout en plus. Et bien sûr, si on réduit un petit peu le dessin, réduire, j'ai dit, réduire, j'y suis pas arrivé. Si on réduit un peu le dessin, on peut voir que cette aire, elle a ce rectangle, il a une hauteur de f de x plus l. Ici, pourquoi f de x plus l? Puisque ça correspond à ce point-là, qui correspond à ce point-là. Et là, ici, on a une largeur de rectangle qui est L. Ici, on a une abscisse qui vaut X. Donc ici, on a une abscisse de X plus L. Donc ici, on a une hauteur de f de X plus L. Donc le grand rectangle, c'est f de X plus L fois L, son R. Et puis, on a un deuxième rectangle que je vais dessiner en vert, qui lui va minorer cette R. Donc minorer l'aire bleue, parce que l'aire de ce rectangle est plus petite que l'aire bleue, puisqu'il manque ce petit bout-là. Quelle est la dimension de ce rectangle? Mais en hauteur, ici, il va faire f de x, et en largeur, il va faire L. Et donc, du coup, on peut dire que l'intégrale entre x et x plus 1, alors là, on va mettre f de t dt, parce que sinon, on va avoir du mal à avoir la même valeur. Donc f de t dt, elle va être comprise entre deux valeurs. La plus petite ici, c'est f de x fois L, et la plus grande ici, ça sera f de x plus L fois L. Voilà. Donc ceci à mettre de côté pour l'instant, cette idée qu'on puisse encadrer une intégrale d'une fonction continue par deux rectangles, un qui va venir majorer et un qui va venir minorer. Du coup, cette chose qu'on a faite sur un tout petit rectangle, on peut la recommencer ici, ici et ici, c'est-à-dire qu'on peut avoir tout un tas de rectangles supplémentaires qui vont être mis ici, comme ceci. Et donc, par exemple, si on prend que les rectangles qui vont minorer, eh bien, le rectangle minorant ici va être celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 rectangles minorants
qui fait que l'intégrale entre A et B va être minorée par ce rectangle, l'aire de ce rectangle plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Et puis on peut aussi majorer cette intégrale par des plus grands rectangles, les rectangles que je vais tracer en rouge. Donc voici le premier rectangle ici, voici un deuxième, un troisième, le quatrième qui est donc ici, qui était le triangle, et enfin le dernier. Donc ici, si on regarde les 5 rectangles orange, eh bien ils vont venir individuellement majorer un petit bout de courbe. Donc au total, la somme des 5 grands rectangles va majorer l'intégrale de A et B. Et donc c'est pour ça qu'ici, on pourra dire que l'intégrale entre A et B de f de t dt, c'est-à-dire l'aire grise exactement sous la courbe verte, est comprise entre la somme des aires des rectangles bleus, et pour le minorant, et puis pour le majorant, elle va être majorée par la somme des rectangles rouges. Donc cette méthode d'encadrement, vous allez donc la garder d'un moment dans votre tête parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Cette méthode, on peut la mettre en algorithme. Donc tout simplement, voici un algorithme très classique qui permet de faire la chose suivante. Donc voilà, la première chose, c'est qu'on va imaginer donc cette aire grise ici entre A et B de la fonction de l'intégrale de la fonction f de t dt entre A et B, et on va la découper en n parties. Donc ici, on va donc affecter à B à une variable L, la valeur b-a sur n, qui va donc correspondre à la largeur des petits rectangles que l'on va avoir. Donc ici, la largeur L ici, et donc c'est donc la longueur b-a qu'on a ici divisé par n. Donc ici on l'a divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux identiques. Donc ici n égale 7 sur mon dessin. On va commencer à x égale a, on va commencer à m égale 0 et à p égale 0. Et puis pour i variant de 0 à n, c'est-à-dire du premier rectangle qu'on numérera 0 jusqu'à n-1, donc ici on a dit qu'il y en avait 7, donc ici le dernier rectangle sera numéroté 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien pour i allant de 0 à 7-1, donc c'est-à-dire à 6, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le minorant. Donc on va faire m plus grand L fois f de x. Donc ici, grand L fois f de x, L c'est la largeur, bien sûr, et f de x c'est la première valeur, donc ici c'est x égale a. On va prendre x qui est égal à x plus 1, on va passer au rectangle suivant, p qui va être égal à p plus L fois f de x. Donc là, c'est le majorant, lui. Donc p plus L fois f de x. Non, c'est pas le majorant. Si, c'est le majorant, pardon, puisque x a été rajouté à x plus L, donc c'est-à-dire qu'on se situe ici. Donc on calcule le grand rectangle. Et puis on fait ça, on boucle ça autant de fois qu'il faut pour calculer la somme de tous les rectangles. Somme qui va se mettre dans M, donc dans M on aura la somme des rectangles inférieurs, et dans P on aura la somme des rectangles supérieurs, les majorants et les majorants. Et puis donc au final, à la fin de l'algorithme, on aura dans M la somme des aires des rectangles inférieurs, donc le minorant de l'intégrale de f de x dx entre A et B, et dans P on aura la somme des rectangles qui eux sont supérieurs, des rectangles majorants, qui majorera donc l'intégrale entre A et B de f de x dx. Bon, si vous n'avez pas compris ça, c'est pas très grave, on prendra ça un peu plus tard dans un exercice. Pour calculer une intégrale avec la calculatrice, on l'a déjà fait un petit peu, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui correspond à votre modèle de calculatrice. Et nous allons maintenant parler d'une fonction, pour l'instant, qui va être ce qui va nous permettre de comprendre, de définir la notion de primitive un peu plus tard. Donc c'est une fonction définie par une intégrale, c'est quelque chose d'assez fréquent au niveau du bac. Donc on va apprendre une fonction f qui est continue, qui est positive, donc on voit bien son dessin ici, continue, on ne lève pas le stylo, positif parce que entre A et B, en tout cas entre ici et là, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, et on va définir une fonction grand f définie sur AB par f de x égale l'intégrale entre A et x de f de t dt. Alors déjà on peut comprendre ce que ça veut dire,
Qu'est-ce que c'est que cette fonction grand F? Eh bien, c'est la surface, la valeur de la surface en unité d'air entre A et X. Donc si X est entre A et B, donc ici X est ici, c'est donc cette surface violette, puisque c'est compris entre la droite d'équation X égale A, alors plutôt T égale A, on va dire, et puis la droite d'équation T égale X, donc droite verticale, la fonction f de t et l'axe des abscisses. Donc, et on a un théorème de Court qui nous dit que cette fonction elle est dérivable et que sa dérivée est la fonction f. Donc là, c'est la démonstration qu'on va faire de ça et qui est une démonstration qui n'est pas facile et que je vous demande de bien étudier. Donc nous allons faire la démonstration dans le cas où f est strictement croissante. On considère donc deux réels x et x plus h de l'intervalle AB avec h positif. Et on veut démontrer que la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h moins égale f de x. Alors avant qu'on commence, ici, vous reconnaissez bien sûr le taux d'accroissement de la fonction grand f. Et lorsque h tend vers 0, eh bien, si on obtient une limite, ça veut dire que la fonction grand f sera dérivable et que son nombre dérivé en x, puisque ici c'est le taux d'accroissement en x, sera donc, son nombre dérivé sera f de x. Ensuite, donc, nous allons expliciter f de x plus h moins f de x. Attention, ici il y a une petite erreur d'énoncé, enfin une petite erreur de frappe de ma part. Donc, dans l'équation qui suit, ici il y a intégrale de f de x dx. Attention, il ne s'agit pas de mettre f de x dx, mais c'est f de t dt. Donc on va supprimer tout ça. Hop. Donc on va mettre tout de suite un t. Donc t dt, t dt et t dt. Alors, continuons. Donc ici, on nous demande de regarder combien fait grand f de x plus h moins grand f de x. Alors d'après la définition de la fonction grand f, qui est au-dessus dans votre cahier, dans votre cours, c'est l'intégrale entre a et x plus h de f de t dt, moins l'intégrale, pour grand f de x, entre a et x de f de t dt. Voyons sur le dessin à quoi ça correspond. Alors, je vais utiliser des couleurs. L'intégrale entre a et x plus h de f de t dt, c'est donc l'air qui correspond à ce qu'il y a entre l'axe des abscisses, ici, et la fonction f, entre x et x plus h. Donc entre x et x plus h, je m'arrête plutôt là, et c'est-à-dire que l'air, c'est l'air jaune que je suis en train ici de recopier. Donc cet air jaune ici. Je dois lui enlever moins grand f de x, c'est-à-dire l'air entre a et x de f de t dt. Donc même air qui commence au même endroit, mais par contre elle s'arrête ici. Et bien sûr, cet air que je vais mettre en rouge va se soustraire avec l'air la première. Et donc au final, il ne va rester que ce petit bout-là, ici. Et donc à quoi ce petit bout-là correspond-il? Si on regarde bien le dessin, eh bien c'est l'air entre x et x plus h de la fonction f. Donc du coup, au niveau du dessin, on va pouvoir répercuter ça dans la consigne. C'est donc l'intégrale entre x et x plus h de f de t dt. Voilà, donc cet air, on va pouvoir, cet air intégral entre x et x plus h de f de t dt, on va l'encadrer. Alors, je vais nettoyer un peu le dessin. Nous voulons donc maintenant encadrer l'air entre x et x plus h de f de t dt. Voyons sur le dessin à quoi ça correspond. Alors, sur le dessin, il s'agit de cet air-là. Donc l'air qui est en rose, là, qui part d'ici et qui va jusqu'à la fonction verte. Et donc nous pouvons l'encadrer de deux façons différentes. On peut d'abord minorer cet air grâce à un rectangle rouge que je vais tracer. Donc c'est le rectangle qui est ici. Quelles sont les dimensions de ce rectangle? Eh bien, ici, la largeur de ce rectangle, vu qu'on est entre x et ici x plus h, la largeur de ce rectangle correspond à une longueur de h.
Donc ici, on va mettre h. Quelle est la hauteur de ce rectangle? Là, il faut reculer un peu sur le dessin. Quelle est la hauteur? Eh bien, ici, la hauteur de ce rectangle correspond à ce point-là. Et ce point-là est d'abscisse x et il appartient à la courbe verte. Donc, la hauteur de ce rectangle peut se lire ici, c'est f de x. Donc, le plus petit rectangle, le rectangle rouge ici, a une aire de petit h fois f de x. En revanche, le plus grand rectangle, celui qui majore l'aire rose, donc je vais le dessiner en bleu, c'est donc ce rectangle-là. Il a toujours une largeur de h. En revanche, il a une hauteur qui correspond au point h ici. Ce point h, il a pour abscisse x plus h. Il a pour ordonnée f de... Oups là. Il a pour ordonnée f de x plus h. Et donc son aire, c'est h fois f de x plus h. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir écrire la chose suivante. Eh bien, f de x plus h moins f de x est compris entre h fois f de x et h fois f de x plus h. L'aire rose est comprise entre l'aire du rectangle rouge moins l'aire du rectangle bleu. Du coup, comme h est différent de 0, puisqu'il il a été choisi strictement positif, eh bien on va pouvoir diviser tous les trois membres de cette équation par h, et on obtient du coup f de x tout seul sur le membre le plus à gauche, f de x plus h tout seul sur le membre le plus à droite, et sur le membre central, on va obtenir f de x plus h moins f de x sur h, et là vous reconnaissez bien sûr le taux d'accroissement de grand F en X. Nous pouvons maintenant, on reste là-dessus, nous pouvons maintenant faire tendre H vers 0. Lorsque H tend vers 0, que se passe-t-il? Eh bien, f de x, lui, il ne change pas de valeur. F de x plus h, quand h tend vers 0, vu que la fonction est continue, eh bien, f de x plus h va tendre vers f de x. Et du coup, on va pouvoir... à cause du théorème des gendarmes, puisque ici ça sera f de x et ici ça sera f de x à droite et à gauche, on peut donc arriver à la conclusion que la limite de f de x plus h moins f de x sur h, c'est donc f de x. Donc la limite du taux d'accroissement de la fonction f étant donc une valeur de la fonction, c'est donc une limite finie, donc ça signifie deux choses. La première, c'est que la fonction grand f est dérivable, et que deuxièmement, sa dérivée vaut f de x. Donc ici, on pourra noter par exemple que grand f' de x égale f de x. Bien sûr, on a fait ça pour n'importe quelle valeur de x comprise entre a et b, donc ceci est valable pour tout x entre a et b. Dernier point, dans le cas où h serait négatif, la démonstration est analogue. On peut imaginer des rectangles qui iraient dans l'autre sens. Voilà, donc rien de plus à dire. Donc, conclusion. La conclusion, c'est donc que notre fonction grand f, si la fonction, ici, si une fonction grand f de x est définie entre a et x de f de t dt, et bien du coup, on pourra dire que que cette fonction grand f, sa dérivée f grand f' est égale à petit f. Alors, voyons ça dans un exercice. Donc il s'agit par exemple d'étudier une fonction définie par une intégrale. Donc c'était un phénomène assez courant dans les sujets de bac. Donc soit grand f, la fonction définie sur 0,10 par grand f de x égale intégrale entre 0 et x de t sur 2 dt. Alors petit a, il faut étudier les variations de grand f. Donc là, vous savez que pour étudier les variations d'une fonction, il faut sa dérivée. C'est la solution la plus simple. Et donc, l'idée, c'est de calculer f' de x. Ça vaut combien? Et là, on va utiliser le théorème. Ce théorème a besoin que la fonction à l'intérieur de l'intégrale soit continue et positive, ce qui est le cas. La fonction t sur 2 est bien sûr continue. Elle est forcément positive, ça il ne faut pas 1000 ans pour le démontrer, sur l'intégrale de x. Donc la fonction grand f est dérivable, et du coup on peut dire que grand f' de x, eh bien, en fait c'est la fonction petit f qui est donc
x sur 2, puisqu'ici on a x comme variable. Donc x sur 2 entre 0 et 10 est positif, donc du coup on peut dire que grand f, vu que la dérivée est positive, on peut donc dire que grand f est croissante sur l'intervalle 0,10. Du coup, si la fonction grand f est croissante sur l'intervalle 0,10, donc ici on va pouvoir faire le tableau de variation, mettre un plus ici, et mettre une grande flèche. Calculer les deux valeurs. Alors pour les deux valeurs, c'est relativement simple, il suffit de se poser la question. Alors, pour grand f de 0, on va le mettre ici, c'est donc l'intégrale entre 0 et 0 de t sur 2 dt. Donc là, c'est forcément une aire nulle, puisque c'est entre x égale 0 et x égale 0, donc la fonction a forcément une aire nulle à ce moment-là. Ensuite, si on passe maintenant à l'aire à f de 10, eh bien f de 10, ça sera donc l'intégrale entre 0 et 10 de t sur 2 dt. Nous ne sommes pas encore capables de calculer ça algébriquement, mais pour l'instant, nous pouvons le calculer graphiquement en traçant la fonction x sur 2. Donc la fonction x sur 2, c'est une fonction linéaire, donc elle passe forcément ici par le point de coordonnées 0, 0. On peut calculer rapidement un autre point, par exemple avec x égale 10. Si x égale 10, on va trouver y égale 5. Donc voilà, et donc on sait que cette fonction linéaire étant représentée par une droite, que la fonction est ici. Et on va pouvoir donc calculer l'intégrale entre 0 et 10 de t sur 2 dt. Ça correspond à l'aire que je vais assurer maintenant. Donc cette aire que j'assure maintenant, c'est l'intégrale entre 0 et 10, c'est-à-dire l'aire ici. Et c'est donc l'aire d'un triangle. Ce triangle a pour hauteur 5, a pour base 10, et donc on peut directement calculer son aire, l'aire d'un triangle qui est ici. Donc f de 10, c'est 10 fois 5, donc côté 10 fois 5, le tout divisé par 2, donc 10 fois 5 par 2, ça fait 25 unités d'aire, et donc ce 25, on va pouvoir l'écrire ici. Alors bien sûr, en exercice, on ne calculera pas 25 comme ça, soit on le calculera à la calculatrice, si vraiment ça nous demande quelque chose, soit on le calculera à l'aide d'une méthode algébrique qu'on doit voir. Pour répondre maintenant à la question petit b, il est nécessaire de connaître précisément la fonction grand f. Donc ici, je rappelle que la fonction grand f, je rappelle que grand f de x, c'est intégrale entre 0 et x de t sur 2 dt, hein, t sur 2 qu'on a tracé ici. Donc ici, si je prends un nombre x ici, un nombre au hasard, donc ici j'obtiens forcément à cet endroit-là, puisque je suis sur la fonction ici, j'obtiens forcément x sur 2, et donc la fonction grand f de x, c'est donc l'aire qui est ici. C'est l'aire toujours d'un triangle rectangle, dont la base est bien sûr x, et dont la hauteur est x sur 2. Donc du coup, je peux calculer la valeur de la fonction grand f ici, avec l'aide d'une formule d'aire sur les triangles. C'est donc x sur 2 fois x, le tout divisé par 2. Donc x sur 2 fois x, le tout divisé par 2, ce qui fait bien sûr x au carré sur 4 unités d'aire. X au carré sur 4 qu'on peut tracer avec une calculatrice graphique, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, et on obtient une parabole. Nous arrivons sur le plus important, c'est la notion de primitive. Vous avez vu que pour l'instant, que pour calculer une intégrale, nous sommes passés par des calculs d'aire. Ceci est faisable avec des droites, quand la fonction f de t dt, enfin petite f est une droite, ou quelque chose de relativement simple, mais nous ne pouvons pas le faire dès que la fonction va devenir compliquée. Donc il va falloir trouver une méthode algébrique, et donc la notion de primitive va être essentielle. Donc on va commencer par un petit exemple. Donc on considère les fonctions suivantes. Petit f, d'abord. La fonction petit f, c'est la fonction 2x plus 3. Et puis la fonction grand f, qui est la fonction x au carré plus 3x moins 1. Et puis ici, je vais vous demander de remarquer que si on dérive la fonction grand f, on obtient, alors la dérivée de x au carré, bien sûr, vous la connaissez, c'est 2x. La dérivée de 3x, vous la connaissez, c'est 3. Donc, grand f' de x est égal à 2x plus 3 et c'est égal à f de x. Donc ici,
Nous allons donc donner un nouveau mot de vocabulaire, c'est que du coup on va dire que grand F est une primitive de petit f sur R. Donc attention, la notion de primitive est donc la réciproque de la notion de dérivée. Donc ici il faut être capable de jongler assez facilement avec grand F a pour dérivée petit f et f a pour primitive grand F. D'accord? Et attention aux formules passives et actives, on pourra dire que grand F est la primitive de petit f et que petit f est la dérivée de grand F. Donc attention aux formes actives et passives de vos phrases de façon à ne pas vous tromper. Donc par exemple, dans l'exercice précédent, tout à l'heure, on a si grand F de x est égal à x au carré sur 2, bah, ça sera la primitive de petit f de x égale x. Parce que quand je prends cette fonction, x au carré sur 2, que je la dérive, eh bien j'obtiens petit x. D'accord. Du coup, on va pouvoir avoir tout un tas de primitives de référence. Donc ça, c'est à apprendre par cœur. Donc la primitive de la fonction petit a, c'est donc ax. Tout simplement parce que quand vous prenez ax et que vous le dérivez, vous obtenez a. De la même façon, la primitive de la fonction x puissance n sera 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Si vous prenez cette fonction-là et que vous la dérivez, eh bien vous obtiendrez xn. Même chose pour 1 sur x puissance n, vous obtiendrez comme primitive 1 sur n moins 1 fois 1 sur x puissance n moins 1. Alors honnêtement, celle-là, moi je l'utilise jamais. Je me débrouille toujours pour arriver à quelque chose comme ça. 1 sur racine de x va avoir pour primitive 2 racines de x, parce que, encore une fois, si vous dérivez racine de x ici, vous obtenez, comme pour pouvoir dériver la racine de x, vous obtenez 1 sur 2 racines de x, et donc les deux se simplifient, et donc on obtient 1 sur racine de x. Même chose, la primitive de 1 sur x sera ln de x, parce que quand on dérive ln de x, on obtient 1 sur x. Donc ici, ça fait partie de vos cours. Le plus facile, la primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Là, il ne faut pas se mélanger les pinceaux, c'est avec cosinus et sinus. La primitive de cosinus x, c'est sinus x, parce que sinus x se dérive en cosinus x. Et la primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Alors pourquoi? Parce que je rappelle que cosinus x tout seul se dérive en moins cosinus x, et donc ça nous fait moins cosinus x qui va nous donner sinus x. Linéarité des primitives, donc quelque chose d'assez évident. Si vous avez la primitive d'une somme, eh bien c'est la somme des primitives. Si vous avez la primitive d'une fonction multipliée par un réel, eh bien c'est k fois grand f, donc c'est-à-dire la primitive multipliée par k. Donc ça, c'est quelque chose de très classique qui est un peu identique à la notion de dérivation. Primitive d'une somme, c'est une somme. Primitive d'un nombre réel fois une fonction, c'est la primitive, c'est le nombre réel fois la primitive de la fonction. Bien. Enfin, là où ça se complique beaucoup, c'est sur les primitives des opérations. Donc là, ici, à savoir par cœur, en fait, c'est tout simplement les primitives récupérées dans les dérivés. Donc ici, la primitive de u' puissance n sera 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1. Donc là, vraiment, c'est une transposition de la formule sur la dérivation. Je rappelle que votre formule sur la dérivation, c'est ça, u puissance n à la dérivée, c'est donc u puissance n moins... non, pardon, ouais, j'ai oublié un truc. C'est n-1 facteur de u puissance n-1, ben vous décalez tout ça d'un rang et vous obtenez cette formule-là. La primitive de u' sur racine de u, c'est 2 racines de u, ça c'est pareil, ça découle directement, je fais une bêtise, de la notion de la dérivée sur les racines carrées. Donc dès que j'ai réussi à récupérer une gomme, voilà, hop, j'explique. Vous savez que la racine de u, sa dérivée, c'est u' sur 2 racines de u. Donc l'idée, c'est de dire que la primitive de 2 racines de u, eh bien, c'est
non, la dérivée de 2 racines de u, c'est donc u' sur racine de u, et donc forcément, du coup, en lisant ça à l'envers, u' sur racine de u est la primitive de 2 racines de u. De la même façon, on sait que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, donc du coup, la primitive de u' sur u, c'est ln de u. De la même façon, la dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u, et donc du coup la primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u, et etc. Même chose pour le sinus, même chose pour le cosinus. Donc maintenant, il faut faire des exercices. On va faire les exercices qui sont ici. Vous avez des vidéos qui permettent de vous les expliquer, mais on va les faire ensemble. Alors, f de x égale x au cube moins 2x. Donc ici, il faut réfléchir à la primitive de cette chose-là. Donc ici, on est face à une fonction en deux parties, la fonction x au cube et la fonction moins 2x. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est que la primitive de x au cube? La primitive de x au cube, d'après la formule, donc je rappelle la formule, la primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ici, c'est relativement facile, la primitive de x au cube, c'est donc x puissance 4 sur 4. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la primitive de x, ou de moins 2x? Alors, donc la primitive de moins 2x, donc ici, on va se rappeler que la primitive de x, comme c'est x puissance 1, c'est donc x puissance 1 plus 1, c'est-à-dire x puissance 2 sur 2. Donc du coup, la primitive de moins 2x, ça va être moins 2 fois x au carré sur 2, c'est-à-dire moins x au carré. Donc du coup, ici, on va pouvoir dire que la primitive de grand F, c'est l'addition des deux, c'est-à-dire 1 quart de x puissance 4, donc ici x puissance 4 sur 4, et moins x au carré, qu'on retrouve ici. Même chose, alors n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo pour essayer de chercher par vous-même. Donc je mets la formule qui va servir je vais garder la formule qui sert pour le suivant, c'est donc cette formule-là. Donc pour le suivant, 3x au carré moins 3 sur x au cube. Alors on y va tout doucement. Qu'est-ce que c'est que la primitive de x au carré? C'est donc x puissance 3, c'est-à-dire 2 plus 1, sur 2 plus 1, 3. Maintenant, nous ce qu'on veut, c'est la primitive 3x au carré. Donc ici, on va rajouter un 3, donc là ça simplifie. Ce qui veut dire que la primitive de 3x au carré, c'est donc x au cube. Donc x au cube, on va donc avoir... ah oui, pardon, hop. On va donc avoir ici, donc x au cube. Le moins 3 sur x cube, la problématique, enfin moi que je trouve avec ça, c'est que la formule avec le x puissance n, elle n'est pas très pratique. Donc ici, l'idée, c'est de transformer le 3 sur x au cube en puissance de n lui aussi. C'est-à-dire de remonter le x au cube en disant que c'est x puissance moins 3. Du coup, on va pouvoir réfléchir, c'est quoi la primitive de x puissance moins 3? C'est x puissance, alors on va le détailler tout doucement, c'est moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1 en appliquant la formule qui est ici. Bien sûr, moins 3 plus 1, on va le calculer. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et bien sûr, on calcule aussi en bas, ça fait moins 2 toujours. Ce qui fait qu'on obtient x puissance moins 2 sur moins 2. Et x puissance moins 2 sur moins 2, bien sûr, le x puissance moins 2 va pouvoir redescendre au dénominateur. Donc ça fait moins 2 x carré. Donc le moins, on va le remonter on va le remonter devant ici. Donc on va faire comme ça. Hop. Et donc du coup, on obtient moins 1 sur 2x carré. Maintenant, le problème c'est qu'on veut la dérivée de moins 3 sur x au cube. Moins 3 sur x puissance moins 1. Donc ici, on va donc rajouter un moins 3. Donc moins 3 qui vient se mettre là, moins 3 qui vient se mettre là. Donc les deux moins s'annulent. Ça va faire le 3 fois 1. Et donc du coup, ici, on va pouvoir obtenir la primitive. Donc 3 fois moins 2 sur x puissance moins 2, c'est-à-dire 3 sur 2x au carré. Ensuite, pour le petit c, voilà le début des ennuis. Il s'agit de calculer une primitive.
Donc cette primitive c'est 2x moins 5 facteur de x au carré moins 5x plus 4 au carré. La très mauvaise idée consiste à vouloir développer tout ça parce que ça va prendre un temps infini. Et puis ça va marcher, mais la dérivée sera peu commode. Ici, il faut absolument que vous arriviez à voir le rapport qu'il y a entre les deux parenthèses. Généralement, il y a toujours un U' qui traîne avec un U. Donc ici, il s'agit de reconnaître une forme U' U puissance n avec U de x. Ici, U de x, ça va forcément être ça, puisque dans la formule U' U puissance n, c'est forcément ça qui joue le rôle de U, puisque c'est lui qui reçoit la puissance. Donc ici, on va avoir U de x égale x au carré moins 5x plus 4. Du coup, il va nous falloir U', on va le calculer tout de suite. U', c'est donc, attention là on dérive, c'est 2x moins 5. Et donc si on observe bien le calcul, ici on a U', ici on a U qui est élevé au carré. Donc en fait ici c'est une forme U' fois U au carré qui est dans votre cours. Et ce U' fois U au carré, eh bien, dans le cours il est marqué que U', U puissance n a une primitive de la forme U puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc du coup ici on va donc, vu que n vaut 2, eh bien, on va pouvoir dire que f, grand F, lui, il est de la forme U puissance 2 plus 1, c'est-à-dire x au carré moins 5x plus 4 au cube, le tout sur 3, alors le 3 on l'a mis devant, hein, pour ceux que ça gêne, on pourrait tout à fait écrire x au carré moins 5x plus 4, le tout sur 3, ça ne me gênerait pas d'avoir ça comme ça. Donc voilà pour la primitive. On passe au petit c, au petit d. Donc n'hésitez pas là encore à faire une pause. Donc on a f de x égale x sur racine carrée de x au carré moins 1. Donc ici il s'agit de reconnaître une forme. Donc là dans votre cours, il est clair que la forme qu'on reconnaît avec une racine carrée, il n'y en a pas 5 millions, c'est u' sur racine de u. Mais il faut voir si c'est correct. Dans ce cas-là, le racine de u est évident, c'est racine carrée de x au carré plus 1. Donc ici, on a u de x qui vaut x au carré plus 1. Donc du coup, on va calculer u' juste derrière, u' en dérivant, c'est donc 2x ici. Et là, nous avons un problème, parce que il n'y a pas de 2. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir rajouter un 2 ici, à cet endroit-là. Et pour le rajouter, eh bien, c'est très simple, on va le poser, tout simplement, ce 2, on va le mettre là-haut. Et pour compenser, on va mettre un terme compensatoire qui va donc être ici 1,5. Puisque 1,5 fois 2, on sait que ça se compense, ça va faire 1. Donc ici, on rajoute devant un 1,5. Donc ici, on a bien une forme U' sur U, U' sur racine de U, et là, on a un terme compensatoire qui vient compenser le fait qu'on ait rajouté 2 pour avoir un véritable U'. Du coup, sachant que U' sur racine de U a une dérivée, a une primitive en 2 racines de U, d'après le cours, et bien du coup on va pouvoir expliquer ça. Donc ici ça veut dire que 2 racines de U, ça va donner 2 racines de x au carré plus 1, qu'on retrouve exactement ici, avec devant un 1,5 qui était le terme compensatoire. Donc on a donc 1,5 fois 2 racines de x au carré plus 1. Et au final, quand on simplifie le 1,5 et le 2, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours possible, eh bien on obtient racine de x au carré plus 1. Enfin, on passe au E, qui lui aussi est un cas d'école, dérivé de f, primitive de 3x sur x au carré plus 1. Donc là, pareil, il faut essayer de reconnaître une forme. Et donc là, il est clair que c'est une forme du type, si on vous cherchez bien dans votre tableau, c'est une forme U' sur U. U' sur U, avec U qui c'est donc forcément x au carré plus 2. X au carré plus 2. Donc du coup, ici, il faut calculer U'. Et U', quand on regarde, c'est 2x. Et là, de nouveau un problème. Le problème, c'est que ici, nous n'avons pas 2x, nous avons 3x. Donc l'idée, c'est, premièrement, on va séparer le 3 du x et on va mettre le 3 devant. Et à la place, on va mettre un 2. Mais si on met un 2 à la place, il faut le compenser par un 2 au dénominateur. Donc c'est pour ça que ici, on va se retrouver
avec 3 demi fois 2x sur x au carré plus 2. Donc ici, hein, on a bien une forme là, ici, à cet endroit-là, on a bien fait apparaître une forme u' sur u, et le 3 a été détaché, mis devant. Le 2 ici apparaît parce qu'on a rajouté un 2 ici et qu'il faut qu'il se compense. Donc du coup, on a bien une forme u' sur u, et donc grand f de x, du coup, d'après le cours, une forme u' sur u, ça a une primitive en ln de u. Donc on va pouvoir dire que cette partie-là du calcul a une primitive du type ln de x au carré plus 2, c'est ce qu'on va retrouver ici, hein, ln de x au carré plus 2, sans oublier le 3 demi qui est devant, et donc ici, la primitive, c'est donc 3 demi de ln de x au carré plus 2. On va passer au suivant, le f, donc là encore, faites une pause et essayez de le faire tout seul. Donc f de x égale x sur exponentielle x au carré. Et bien ici, vous allez bien sûr avoir une forme du type avec une exponentielle, c'est u' exponentielle u, hein, dont la primitive sera exponentielle u. Donc cette forme u' exponentielle u, on va quand même la valider ou pas. Donc ici, on aura u de x égale x au carré. Il nous faut donc u' égale à 2x, et gros problème ici, nous n'avons pas de 2. Donc comme nous n'avons pas de 2, eh bien, il va falloir le rajouter. Donc on le rajoute forcément. Donc on le rajoute, et pour pouvoir le rajouter sans que ça casse le calcul, il faut mettre un terme compensatoire, donc quelque chose qui va annuler le 2, et bien forcément on va rajouter un 1 demi devant, donc 1 demi fois 2x sur exponentielle x carré. Donc du coup ici, notre primitive sera de la forme exponentielle u, c'est-à-dire exponentielle x au carré, donc primitive exponentielle x au carré, et forcément devant on retrouve le terme compensatoire qui était 1 demi. Enfin, nous passons au g, on a presque balayé tous les cas de figure. Cosinus 2x moins 3 sinus 3x moins 1. Alors là, il s'agit d'essayer de trouver une primitive. Donc on va observer la fonction f de x. Ici, pour faire apparaître les bonnes formes, hein, je vous l'affiche directement. Donc ici, on sait qu'il faut faire apparaître u' cosinus u et u' sinus u pour la première et la deuxième partie. Pour u cosinus u, ici, on voit que u égale 2x, donc il nous fallait un 2 devant, puisque u étant égal à 2x, u' étant égal à 2. Donc il nous faut un 2 devant, donc c'est pour ça qu'ici on se retrouve avec un 1,5. Ici, pour reconnaître une forme u' sinus u, il nous faut u égale 3x moins 1, ce qui donne u' égale 3. Donc là, pas de problème, on a ce qu'il faut. Donc du coup, on va pouvoir dire que c'est donc une forme 1,5 fois u' cosinus u moins v' sinus v. Alors du coup, les dérivés ici, la dérivée, les primitives, la primitive de cosinus u, c'est sinus u, hein, puisque je rappelle que sinus u se dérive en cosinus u. En revanche, la primitive de sinus u, c'est moins cos u. Et donc du coup, on va obtenir 1 demi de sinus 2x plus cosinus 3x moins 1, le plus venant du fait qu'on va avoir un moins, puisqu'on a un moins cosinus u pour la primitive de v' sinus v. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour faire du travail aujourd'hui. Je vous mets du travail à faire pour demain.